retour dans cette édition du 23 mars 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez un instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Il est l'heure désormais bien d'ouvrir notre page économie avec notre invitée Nathalie Janson. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup Nathalie d'être avec nous ce matin. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que vous êtes professeur associé d'économie à Neoma Business School, et vous êtes spécialiste des questions de politique monétaire, de régulation bancaire et de crypto. Justement, ça tombe bien parce que ce sont tous les thèmes qu'on va aborder avec vous ce matin. Nathalie, dans un premier temps, on va revenir sur la décision de la Réserve fédérale américaine de relever son taux directeur, son taux au jour le jour de 25 points de base, comme c'était attendu par les marchés financiers. On va revenir également sur le discours de Jerome Powell, mais surtout, j'aimerais bien vous entendre également sur le discours de Madame Yellen, qui a précisé que les dépôts bancaires qui n'étaient pas assurés aux États-Unis, eh bien, ne le seraient pas et de façon étatique. Du coup, quel est le discours qu'il faut retenir principalement ? Oui, il est certain que la déclaration de Janet Yellen ne favorise pas en fait à calmer le marché, puisque à la suite des difficultés bancaires de la Silicon Valley Bank, les autorités avaient en effet pris cette mesure qui n'était pas censée d'ailleurs être prise au départ, puisqu'ils ont décidé d'assurer les dépôts qui n'étaient pas assurés au départ. Donc, il faut rappeler qu'aux États-Unis, l'assurance des dépôts couvre jusqu'à $250,000. Et en effet, étant donné que la Silicon Valley Bank avait un portefeuille de clients assez particulier, qui était principalement des entreprises, c'était largement au-dessus de cette limite. Je crois que c'était plus de 90% de leurs clients qui étaient au-dessus de la limite. Donc, avec le bank run auquel cette banque a fait face, effectivement, devant cette situation un peu particulière, les autorités monétaires, en accord avec Janet Yellen d'ailleurs, assurer ces dépôts pour que il n'y ait pas une panique en cascade d'autres établissements. Et du coup, alors est-ce que... Pardon, excusez-moi. Donc, en fait, effectivement, du coup, on se dit, bon, voilà, sur cet épisode, ils ont voulu couvrir pour ne pas que la situation se dégrade, étant donné la composition particulière, en fait, du portefeuille de clientèle de cette banque. Et puis maintenant, en fait, on revient sur les règles de base, qui est d'avoir des dépôts qui sont assurés uniquement à hauteur de $250,000. Et du coup, alors dans cet environnement bancaire incertain, puisque finalement les propos de Mme Yellen sont à double tranchant, soit elle nous explique que finalement, ne pas assurer ces dépôts bancaires qui ne sont pas garantis, ça équivaut à éviter une crise bancaire, mais d'un autre côté, on peut aussi comprendre qu'elle anticipe une crise bancaire par la force des choses. Du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir en réalité ? Qu'est-ce que vous préférez retenir de son discours ? La crise bancaire qui arrive, ou au contraire, on évite la crise bancaire, Alors, je pense que ce qu'elle veut, c'est essayer de faire en sorte que les règles de discipline qu'ils ont essayé d'instaurer pour qu'effectivement les investisseurs exposés à des risques de perte puissent faire leur travail, c'est-à-dire voir si leur établissement bancaire est bien en bonne santé. Eh bien, elle veut faire en sorte que cet exercice de surveillance ait bien lieu, sachant qu'en effet, peut-être que cette remontée des taux aura des impacts négatifs sur certaines banques, et que peut-être qu'on aura d'autres mauvaises nouvelles, mais il vaudrait mieux que ces mauvaises nouvelles arrivent le plus vite possible, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, que le travail de surveillance s'effectue le plus vite possible, avec une coopération à la fois du côté du régulateur, mais aussi du côté des créanciers qui sont exposés aux pertes, puisque eux ont un rôle à jouer dans cette surveillance. Très clair, du coup, ça équivaut un peu, alors là, des deux côtés de l'Atlantique, mais du coup, cette hausse de taux directeur équivaut potentiellement. Est-ce que ça équivaut à un stress test grandeur nature finalement ? D'une certaine manière, oui. Il faut bien voir que la raison pour laquelle le responsable de la Banque centrale américaine, Jay Powell, a décidé de maintenir son 0,25 qu'il avait déjà plus ou moins annoncé. On s'attendait même à ce que ce soit justement plus 0,5 peut-être, puisqu'il avait eu des propos assez pessimistes sur la poursuite de l'inflation. Il est resté sur un 0,25, comme un petit peu Christine Lagarde, c'est-à-dire que là, ils ont estimé qu'ils ont mis en place des mécanismes pour aider les établissements bancaires en difficulté dans la mesure du possible, dans la mesure où ils devaient être aidés. Et que par conséquent, comme ces arrangements ont été mis en place, il n'y a pas de raison de penser que ça va se propager. Et donc, c'est pour ça qu'il a
Il a donc confirmé cette hausse de 0,25. C'est en accord avec cette idée que s'il y a des établissements fragilisés par la hausse de taux, voilà, on en a découvert quelques-uns. Ce n'est pas la majorité des banques qui, comme l'a dit aussi du côté européen Christine Lagarde, sont globalement mieux surveillées, montrent des ratios qui sont en accord avec les attentes et sont même plus élevés, et qu'a priori, il n'y a pas de risque de dégradation bancaire sévère comme du type 2008. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il a confirmé cette hausse de 0,25. Et vous, en tant que spécialiste justement de ces questions, vous pensez qu'effectivement le risque bancaire s'éloigne en Europe et aux États-Unis ? Alors, bon, je n'aime pas trop l'exercice de la boule de cristal, mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ici, on n'est pas dans un scénario, en effet, comme il a été dit par d'autres, 2008, parce qu'on n'a pas une innovation bancaire comme les subprimes qui est utilisée par tous les intervenants. Enfin, on n'a pas ce type de nouveauté d'un montage risqué qui aurait été utilisé par l'ensemble des intervenants de la place. Donc, on n'a pas cet ingrédient. Par contre, on a un ingrédient qui est assez courant dans les risques bancaires, c'est la remontée des taux. Et on sait effectivement que les portefeuilles bancaires sont impactés négativement lorsqu'il y a une remontée des taux. Oui, alors. Il est certain qu'en Europe, on a beaucoup accentué la réglementation sur la prise en compte de ce risque de taux dans les dernières phases de Bâle, qu'on a donc demandé aux établissements de se protéger contre le risque des taux. Donc, on a différents outils qui font que, a priori, les banques ont dû se conformer. On peut se dire que c'est la même chose du côté de l'Atlantique pour les grands établissements, puisque ceux dont on a parlé, c'est surtout des établissements plus modestes qui n'avaient pas obligatoirement à mettre en place ces mécanismes de surveillance interne, je dirais. Maintenant, il faut bien aussi dire que ces établissements sont des établissements de moyenne taille qui sont quand même plutôt spécialisés, c'est-à-dire qu'ils ont ce point commun d'avoir une activité spécialisée. Et effectivement, dans l'activité bancaire, lorsqu'on est spécialisé, ça peut avoir des effets négatifs lorsqu'il y a un retournement de marché. C'est le cas des taux d'intérêt et c'est le cas de l'activité dans la Silicon Valley. Donc, si vous voulez, c'est vrai que ce sont des banques qui ont un risque particulier à gérer. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire que les autres banques ont ce type de spécialisation, ils ne partagent pas cette même caractéristique. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on peut se dire que les problèmes bancaires ne devraient pas arriver massivement maintenant. Et du coup, alors comment est-ce qu'on peut expliquer facilement, je dirais, ce lien entre hausse des taux directeurs, hausse des taux longs et perte de valeur des niveaux de couverture dans les bilans des banques ? Alors, en fait, la hausse des taux, elle a cette caractéristique que, si vous voulez, sur des produits qui ont été contractés à des taux relativement bas, et bien évidemment, ces produits, lorsque, par exemple, c'était le cas de la Silicon Valley Bank, elle a voulu les vendre sur le marché pour pouvoir recouvrer de la liquidité, et bien, pour pouvoir les vendre, étant donné qu'ils ont un rendement qui est plus faible que les titres aujourd'hui, les titres obligataires aujourd'hui qui sont émis à des taux plus élevés, puisque maintenant on est vers des taux qui sont au-dessus de 4%. Bien évidemment, ça veut dire que les titres qui étaient porteurs simplement de 1 ou 2% de rendement sont moins attractifs. Donc, pour pouvoir les vendre, on va subir une décote forte. Donc ça, c'est effectivement l'impact principal. Pour les produits détenus en portefeuille, c'est la même règle qui s'applique, c'est-à-dire que quand vous avez un portefeuille de prêt qui a été accordé à 1 ou 2%, eh bien la valeur effectivement de marché de ce portefeuille est moins élevée à cause de la remontée des taux. C'est ça qui est problématique dans la gestion du bilan des banques. Donc, maintenant, la bonne nouvelle par la remontée des taux, c'est qu'effectivement, lorsqu'on va négocier des nouveaux prêts, ces nouveaux prêts seront à des taux plus élevés. Mais on a quand même une période de transition où effectivement, on est pris entre, c'est une espèce d'effet de ciseau sur le bilan bancaire qui, grâce aux bons résultats, devrait effectivement être absorbé et grâce à la gestion des risques de taux imposés par la surveillance bancaire au niveau européen. Mais voilà, néanmoins, c'est vrai que c'est un passage un peu délicat.
C'est un passage un peu délicat et du coup l'exercice effectivement de prévision, de savoir si cette crise bancaire est derrière nous ou non, effectivement est délicat puisque eh bien, les différentes banques centrales, les principales banques centrales, donc BCE et Fed, continuent leur hausse de taux. Du coup mécaniquement, ça devrait continuer à peser négativement sur les bilans des banques. Alors vous parlez de bonnes nouvelles. Il y a une autre bonne nouvelle, c'est pour les investisseurs en crypto-monnaie, puisque le Bitcoin a pris en 3 mois près de 70%. Ceci étant, il y a 2 temps dans cette hausse. Il y a 40% depuis 2 mois et demi. Et ces 15 derniers jours, le Bitcoin a pris 30%. Comment est-ce qu'on l'explique? Est-ce que c'est simplement le fait que désormais, il est considéré comme une valeur refuge face au risque bancaire? Alors, je vais faire une réponse de Normande, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, là, on peut voir, par exemple, sur la journée d'hier, en fait, il a plutôt été à la baisse. Et là, on voit les 2 raisons qui ont conduit à cette hausse depuis ces 15 derniers jours. En effet, l'idée que finalement le Bitcoin est en dehors du système bancaire. D'accord, puisque effectivement cette crypto-monnaie fonctionne sans qu'on ait besoin d'intermédiaire bancaire. Et pour ceux qui sont effectivement très grands fans du Bitcoin, c'est encore une preuve supplémentaire, ces turbulences bancaires qui montrent qu'il faut absolument s'extraire de ce système et donc acheter du Bitcoin, continuer à en acheter du Bitcoin parce qu'en fait effectivement c'est une valeur refuge. Qui nous permet de neutraliser l'impact de ces fragilités bancaires. Et d'un autre côté, comme on avait des discours un peu ronronnants d'accord, Jay Powell, il va peut-être intervenir, mais finalement, il va peut-être continuer sa hausse de taux, mais finalement, les problèmes bancaires vont peut-être couper court à ces hausses de taux à venir, contrairement à ce qu'on pensait il y a à peine un mois, puisqu'il y a à peine un mois, Jay Powell avait en effet dit que finalement l'inflation était plus longue que prévu et que finalement il allait peut-être revenir de façon un peu plus dure sur les taux d'intérêt. Là aujourd'hui, vous voyez bien que c'est un peu le scénario inverse qui se dessine. Et si on imagine qu'effectivement là on repart dans la partie plus spéculative de la demande spéculative de Bitcoin, au même titre qu'on va aller racheter de la tech, qu'on va aller racheter des titres un peu plus risqués, eh bien si effectivement les taux d'intérêt à nouveau s'orientent vers un tassement, voire même vers une baisse qui arriverait peut-être plus vite que prévu, eh bien certains effectivement investisseurs se remettraient à acheter du Bitcoin pour retrouver un rendement. Okay, très clair. Écoutez, merci Nathalie pour vos explications. Pour vos explications claires, Nathalie Janson, professeure associée à Neoma Business School et spécialiste des questions de politique monétaire, de régulation bancaire et de crypto-monnaie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Nathalie ce matin. De notre côté, écoutez, on va marquer une dernière page de réclame juste avant la fin de cette édition du 23 mars 2023. À tout de suite sur TF Finance.